Il est dit que la part du budget de nos États allouée aux services sociaux et aux services de la dette, c'est-à-dire au remboursement de la dette, s'établit comme il suit entre 1992 et 1997. Et on a pris quelques pays et je vais reprendre l'exemple de ces pays-là. Pour le Kenya, quand sur le budget national, on a pris 12,6% alloués aux services sociaux de base, c'est-à-dire à la santé, à l'éducation, aux infrastructures, on a consacré 40% du même budget au remboursement de la dette. Pour la Zambie, quand 6,7% a servi à financer les services sociaux de base, 40% ont également servi à rembourser la dette. Pour le Cameroun, c'est encore pire. C'est 4% qui ont servi à financer les services sociaux de base et dans le même temps, 36% ont servi à rembourser la dette. Si je prends un exemple concret, sur 200 milliards de francs CFA du budget du Cameroun, seulement 8 milliards ont servi aux services sociaux de base et dans le même temps, 72 milliards ont été réexportés pour payer la dette. Que vous inspirent ces chiffres, somme toute qu'on trouve quand même calamiteux pour les peuples africains? Est-ce à dire, partant de ces propos des paysans burkinabés, qu'aujourd'hui, l'Afrique, finalement, accepte le jeu de la mondialisation et demande tout simplement que les règles du jeu soient équitables, transparentes et valables pour tous? Quand les rapports sont régis par le mensonge, et l'hypocrisie et le cynisme, parce que tout est fait pour cacher délibérément aux Africains la nature prédatrice du système. Et c'est cela que je dénonce en disant que l'initiative vient du Nord, mais la ponction est organisée localement avec notre propre complicité. D'abord, je me lève en faux contre l'idée selon laquelle la principale caractéristique de l'Afrique est sa pauvreté. Elle est plutôt victime de ses richesses. Et je voudrais qu'on parle davantage de paupérisation et non pas de pauvreté. Parce que quand vous parlez de paupérisation, vous touchez du doigt les mécanismes. Et Bush est au centre de ce mécanisme. Bush est chef d'orchestre. Donc je ne vois pas en quoi et de quoi il se plaît. Moi je dis que l'Occident s'est créé et s'est infligé deux peurs, le terrorisme et l'immigration. Alors soyons sereins. Il faut cesser de continuer d'ériger les causes des maux en solution. Tout est aujourd'hui à vendre ou acheter. Quand dans un village, une femme malade peut mourir et pourtant l'infirmier qui a le médicament dans ce village refuse de la soigner parce qu'elle ne peut pas payer. On en est arrivé à ça. Finalement, c'est ce que le système, c'est ce que nous avons retenu du système. C'est-à-dire paye ou crève. C'est ce que l'Occident nous sert comme leçon et c'est ce que nous nous infligeons comme traitement. Et cela, moi je pense que ce qui est requis de l'Afrique aujourd'hui, c'est un sursaut, se ressaisir. On est embarqué avec l'Occident dans un idéal de société dont nous n'avons pas les moyens. Nous n'aurions pas dû brader nos services publics. Nous aurions pu développer à l'interne un système de contrôle des gestionnaires, exercer les pressions nécessaires quand il le fallait, dénoncer ceux qui s'enrichissaient. Parce que nous avons accepté que les nôtres, parfois, quand vous avez un parent à un poste, vous étiez bien content qu'il soit là pour se servir et vous aider. Comment nous réapproprier nos biens? C'est une question politique majeure. Le programme que vous avez proposé, c'est que l'on se ressaisisse. Voilà une belle idée, bien générale, bien abstraite, et qui ne fait pas un programme. Et je voudrais, après cette observation préliminaire, prendre deux exemples qui vont démontrer d'une manière éclatante que, au fond, vos idées... Maître, on peut aller à la question? J'y vais. J'ai entendu, par exemple, Maître Tal donner des chiffres. Et vous avez approuvé ces chiffres. Quels chiffres? Excellente consoeur, vous avez dit tout à l'heure, on nous fait cadeau de 54 milliards et en réalité, nous avons à rembourser 436 milliards. Savez-vous, madame, le programme pour le Mali et l'abandon de 1,42 milliard de francs CFA qui représente 60% de la dette. Avez-vous connaissance de cette information? J'ai connaissance de cette supercherie qui a été décidée à Glen Eagles
lors du sommet du G8 dans le cadre d'une prétendue annulation de la dette. Premièrement, nous considérons, compte tenu des taux d'intérêt pratiqués, que l'Afrique a fini de rembourser cette dette. Elle ne doit absolument rien à ces institutions. Deuxièmement, nous disons que la qualité désastreuse des politiques économiques dans lesquelles l'argent emprunté a été investi, qui n'a pas profité au peuple malien et africain, est plus un préjudice qui ne nécessitait même pas cette bonne action de la part du G8. Mais je veux surtout vous dire que ce 1,42 milliard, ce n'est pas de l'argent frais injecté dans l'économie malienne. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'argent frais pour pouvoir créer des emplois et pour pouvoir investir. Mais quand nous l'avons dit, parce qu'on n'a pas parlé de la corruption, mais je pense qu'un bon usage des ressources qui sont les nôtres pourrait nous mettre à l'abri aujourd'hui de ce type de manipulation de l'opinion publique internationale qui consiste à dire qu'on a annulé alors que ce n'est qu'une fausse annulation. Ce que nous allons sauvegarder, c'est peut-être quelques milliards par an au titre du service de la dette que nous remboursons, c'est tout. Mais cette décision a plus contribué à soigner l'image du G8 qu'à servir l'Afrique. Donc quand on me dit que je n'ai pas proposé de programme, je ne prétends pas proposer de programme. Je voudrais seulement qu'une masse critique d'Africains en sache davantage sur pourquoi nous en sommes là. Monsieur le Président, je puis être d'accord avec le témoin, ce n'est pas la mission d'un écrivain de proposer un programme. Et je suis aussi d'accord sur le fait qu'un écrivain doit dénoncer ce à quoi il assiste, qui peut faire part de ses sentiments personnels, livrer ses réflexions. Mais tout à l'heure, madame, vous êtes sortie de ce rôle. Vous vous êtes posé ici, à cette barre, comme un expert. Vous êtes venu sur des questions précises, vous avez abordé le problème de la dette, vous avez dit que la dette appauvrit, c'est une discussion, et que l'abandon de la dette, et vous venez de le réitérer, est sans aucune conséquence. Je suis citoyenne de ce pays. J'ai les pieds solidement ancrés dans les réalités de ce pays. Écrivain n'a rien de contradictoire avec une certaine expertise, précisément pour ne pas être malmené en cas de débat contradictoire par rapport à des questions que je sais et que je vis de l'intérieur. Mais cet argent est injecté en contrepartie. C'est pour forcer la main aux 18 pays afin qu'il aille plus vite dans la mise en œuvre de réformes structurelles qui profitent au Nord. Mais même, je ne me bats pas seulement pour les subventions, je me bats pour la possibilité, la latitude pour un pays comme le Mali de faire du coton, si c'est cela qui l'arrange, de ne pas en faire, mais de pouvoir vivre. Vivre, vous me direz pour vendre quoi? Et c'est toute la question est là. C'est pour ça que ce débat dépasse l'Afrique. Pourquoi assujettir le destin des peuples au seul fait de pouvoir vendre, produire pour vendre à l'extérieur? L'avènement de la Chine est une donne qu'il faut intégrer dans ce débat. Vos propres pays tremblent devant la Chine. Et que va faire le Mali? Donc moi je pense que la filière cotonnière est une filière terminée. De toutes les manières, les prix des produits aujourd'hui qui nous viennent de Chine, avec nos textiles qui sont copiés, il n'y a pas d'enjeu majeur pour nous dans ce débat sur le coton. Dans un monde irrémédiablement ouvert, il faut civiliser la mondialisation et lui donner un sens. Que pensez-vous de ce passage de cet article? Est-ce que oui ou non, des progrès peuvent être faits dans le cours de la mondialisation? Est-ce que oui ou non, par exemple, si les normes qui sont en vigueur au sein de l'Organisation internationale du travail étaient généralisées, ce serait une bonne chose? Ou est-ce que ça encore, ça ne servirait à rien qu'à opprimer les Africains? Je me lève en faux contre le point de départ, le monde ouvert. Nous ne vivons pas dans un monde ouvert, M. Rapaport. Je crois que ce que vous avez lu répond tout à fait avec éloquence aux questions que vous posez. S'il y a lieu d'améliorer, de civiliser la mondialisation, c'est qu'elle décivilise, elle déshumanise. Vous me dites que les candidats africains à l'émigration qui sont des réfugiés économiques, qui sont arrêtés, menottés, rapatriés, humiliés,
que nous recevons aujourd'hui, si vous me dites que devant cette terrible réalité que le monde entier a regardé avec consternation, que nous vivons dans un monde ouvert, alors il est certainement ouvert aux blancs, mais il n'est pas ouvert aux noirs. Oui, c'est vrai. Moi, que tu as tout tiens. Aujourd'hui, si nos pays n'explosent pas, c'est précisément parce qu'au niveau domestique, il y a les femmes qui jouent un rôle considérable. Et c'est pour cela qu'elles doivent refuser d'être enfermées dans cette lecture classique, conventionnelle de leur situation qui consiste à dire qu'elles sont essentiellement victimes de leur culture, de leur société et de leurs hommes. Les hommes sont dans le pétrin, les femmes aussi. C'est ensemble que nous pouvons nous en sortir.